Beste kijkers en luisteraars, dit is onze derde video met onze speciale gast Helene. Helene is schilder en vertelt ons alles over het schilderen volgens de techniek van de gebroeders Van Eyck en wat het ook te maken heeft met de traditie. Het interview doen we in het Frans en zoals u ondertussen al weet gebruiken we transcriptie en artificiële intelligentie om achteraf ervoor te zorgen dat dit helemaal past voor een Nederlandstalig publiek. Bij deze. Bonjour Hélène. Bonjour Sylvestre. Alors Hélène, nous sommes à notre troisième vidéo. Nous avons commencé ensemble par l'explication que tu as donnée à propos de la technique des frères Van Eyck, cette fameuse technique de peinture dont tu as dit que c'était plutôt un procédé, donc qui incluait toute une série de choses. Ensuite, nous avons abordé la question de l'inspiration en empruntant les mots de Louis Cattiot qui dit qu'il s'agirait de la manifestation de l'esprit libre. Cet esprit libre qui viendrait d'un monde occulte, dit l'éther, qui est un monde occulte au-delà du premier monde occulte qui concerne le monde de la pensée humaine, donc un deuxième monde occulte qui lui est au-delà de ce premier monde et qui regroupe, on va dire, les immortels, l'homme régénéré, etc. Et que c'est de là que viendrait cet esprit libre et qu'il faut, pour qu'il puisse se manifester, se mettre en communication avec ce monde occulte, et que ça se ferait par l'aide ou à l'aide d'un organe que nous n'avons peut-être pas l'habitude de solliciter et que tu as voulu appeler l'intuition, pour des raisons, on va dire, de facilité peut-être, et que cet organe, en fait, si on veut, on va dire, pouvoir lui donner cette capacité à communiquer avec ce monde occulte, eh bien, il fallait d'abord le désirer, puis certainement le demander. Tu as même parlé d'une expérience personnelle où tu as écrit une lettre à Pierre Bruegel en lui demandant d'être inspiré. Et d'ailleurs, cette lettre se retrouve sur le site de hervondenboodschap.net. Et puis, tu as aussi fait savoir que cette inspiration, quand elle vient, il faut pouvoir la servir librement et totalement. Et que ça touche au phénomène artistique. Oui. Bon, là je pense qu'on rentre dans le dur, c'est-à-dire le phénomène artistique. Je me pose une question d'emblée, est-ce que c'est pas un peu prétentieux d'oser vouloir définir ce que c'est que l'art et donc, à contrario, ce qui ne serait pas de l'art? Oui. Moi, je pense que c'est le contraire. Je crois qu'il faut avoir l'humilité de ne pas renoncer aux questions qui nous dépassent. Et que donner une définition de l'art, c'est lui donner une mesure. Et que l'art passe d'abord par une science et doit pouvoir être défini. Ce n'est pas quelque chose d'évanescent. L'art, c'est une opération concrète de transposition d'un plan à un autre, et je crois qu'on doit pouvoir donner mesure, en tout cas le phénomène artistique, c'est donner une mesure. Mais c'est vrai que ça n'est pas à la mode, ce que je dis là. On a tendance à penser que l'art, c'est un peu ce que chacun a envie d'en faire. Mais évidemment, c'est une toute autre vision ici. De considérer qu'il y aurait moyen de définir l'art, d'en définir les principes, et qu'il y aurait en art un métier, quelque chose d'immuable qui pourrait s'étudier. Est-ce qu'on peut admettre qu'il y ait un art, tout simplement, une sorte d'art universel, je vais l'appeler comme ça, du fait tout simplement du constat qu'il existe des œuvres universelles, des œuvres qui dépassent les temps, je pense aux cathédrales, je pense au Jardin des délices de Bosch, ou enfin des œuvres comme ça où on sent bien qu'elles sont unanimement reconnues comme étant
des œuvres artistiques qui ne dépendent pas d'une époque, c'est ça que je veux dire. Mais tout à fait. Si on reconnaît, et je crois que c'est une évidence, qu'il y a une perfection possible en art, qu'il y a des œuvres qui ont atteint la perfection, si on admet ça, alors il est évident que pour tout artiste, le but c'est de tendre vers elle. Et toute la question de l'apprentissage alors se pose, de l'enseignement, et de pouvoir définir les principes de l'art, à ne pas confondre évidemment avec l'esthétique. Le goût et les couleurs ne se discutent pas. L'esthétique, elle dépend du lieu, de l'époque. Il s'agit d'autre chose ici. Et cette volonté de définir ce qui serait scientifiquement intelligible à propos de l'art, j'imagine que ça a fait couler beaucoup d'encre déjà. Ah oui, évidemment. C'est une question qui touche au fondement même de l'homme, puisque la question « qu'est-ce que la création ?» L'homme étant lui-même une création, ça touche aux questions fondamentales de tout être humain en réalité, pas seulement de celui qui s'intéresse à l'art. Mais bien sûr, ça a fait couler énormément d'encre et j'ai beaucoup lu sur ce sujet, puisque c'est une question évidemment qui m'intéresse, qui me passionne depuis très longtemps. Et je dois dire, j'ai par exemple lu, j'en ai parlé je crois dans une précédente vidéo, les 600 pages laissées par Louis Anquetin, qui est un peintre de l'époque des impressionnistes, qui a voulu définir l'art et les principes de l'art. Mais j'ai beaucoup lu sur le sujet. Et c'est à force de toutes ces lectures que j'ai pris la mesure de la densité, de la précision et de la synthèse des écrits de Cathio sur le sujet. Et que dit Cathio alors à ce sujet? Est-ce que c'est possible de résumer sa pensée en quelques mots? Résumer la pensée de Cathio? Eh bien oui, il y a quelque chose de très original, en tout cas qui pourrait paraître très original dans la pensée de Cathio. En fait, en gros, Cathio nous dit il y a le macrocosme, l'univers, il y a l'homme qui est un microcosme, et donc macrocosme, macro, grand, cosmos c'est l'ordre, donc c'est l'opposé du chaos. Eh bien, il nous dit il y a l'univers qui est un macrocosme, il y a l'homme qui est un microcosme. Eh bien, par résonance, il y a l'œuvre d'art, la création, est un microcosme à part entière comme est l'homme. Et donc si on se penche sur la tradition, la tradition elle nous définit l'homme en nous disant qu'il y a trois choses en l'homme. Il y a le corps charnel, il y a une parcelle divine qu'on peut appeler âme, et il y a un psychisme, une psyché qu'on peut appeler esprit. Et partant de ces composantes de l'être humain, il dit, ben voilà, une œuvre d'art, de la même manière, possède un corps, le support, les pigments, si on parle d'une œuvre picturale, elle possède un esprit qui est, en l'occurrence pour la peinture à l'huile, qui est une essence, et puis elle possède une âme qui est une huile résinée. C'est ça. Et puisque l'œuvre d'art est en résonance avec l'être humain, évidemment, on retrouvera le corps, l'âme et l'esprit de l'artiste dans cette œuvre d'art. C'est ça. Ce sera en résonance. Et tout à l'heure, comme on a parlé dans la vidéo précédente de la manifestation de l'esprit libre, cet esprit libre, quel est le rôle qu'il joue dans cette comparaison? Il est plutôt la partie divine, il est l'âme, c'est correct? Oui, je pense, oui. Et donc l'huile résinée, il sera l'âme de la création. Et si on veut faire une transposition sur un plan pictural, ce sera l'huile résinée. C'est ça. Et la résine, qui est une matière qui fossilise avec les siècles, qui est une matière immortelle. Ok. Et que dire alors à propos de ces trois parties? Comment doivent-elles être assemblées? C'est ça, parce qu'on avait vu avec Hans que
le propre de l'homme, c'est qu'il est mal assemblé. Comment bien assembler ces trois parties? Mais justement, je crois que c'est ça. Tout réside dans cet équilibre qu'il faut pouvoir trouver. Il faut pouvoir donner corps à l'esprit libre. Bien sûr, ça restera toujours une œuvre de ce monde, qui est un monde corrompu. Donc, ça restera malgré tout une œuvre qui fait partie d'un monde qui est mortel en lui-même. Mais on peut atteindre dans ce monde-ci une certaine perfection. On l'a vu pour des œuvres, tu as parlé des cathédrales, on peut parler du clavier bien tempéré de Bach, enfin des œuvres qui font l'unanimité, et seul le temps est juge évidemment de tout cela. Hein. Il ne s'agit pas d'ailleurs de s'ériger en juge, et c'est pas du tout ça la question. La question c'est, pour un artiste, comment s'élever? Et on ne peut pas s'élever si on ne soupçonne pas l'échelon supérieur de l'échelle sur laquelle on se trouve. Et donc, quel est l'objectif? Vers où tendre? Et donc, la question de définir ce que serait un art parfait est primordiale, je pense, pour un artiste. Oui, oui. Et puis, mais d'autant plus qu'il y a quand même des œuvres, par exemple, les œuvres impressionnistes, dont on sait elles n'ont peut-être que 100 ans, mais elles ont déjà dû être restaurées 2-3 fois, alors qu'une œuvre qui a 500 ans, je parle bien des œuvres picturales, sa composition, cet assemblage n'est pas menacé de dissolution parce qu'il est bien fait, parfait peut-être. Et je fais le parallèle avec le corps, dont un assemblage mal fait est toujours menacé de dissolution. C'est ce qui se passe avec lui quand l'assemblage est bien refait, régénéré, le corps devient immortel, pour ainsi dire, ou ce nouveau corps devient immortel, quoi. Donc je comprends bien. On a des exemples, donc on ne peut pas nier que ça existe, et que donc cette perfection, ou en tout cas en image dans notre monde, existe. Et en tant qu'artiste, qu'on la poursuive, quoi. Donc Oui. Je fais le parallèle. Et oui, on a parlé de la manifestation de l'esprit libre qui serait l'âme. On a parlé, où tu as un petit peu abordé la partie corps, si je comprends bien, qui est le support, les pigments, etc., etc. Que dire de l'esprit? Oui. Eh bien, de la même manière que dans l'homme, la psyché, l'esprit, permet de lier une parcelle divine à un corps charnel qui, en soi, sont plutôt incompatibles. En peinture, on utiliserait le terme émulsion, qui permet de lier ensemble deux substances qui sont incompatibles, comme l'huile et l'eau, par exemple. L'œuf permet de lier l'huile à l'eau. Eh bien, de la même manière, l'esprit vient lier. Alors, sur le plan technique pictural, on a vu que l'essence va permettre de dissoudre la résine et donc de pouvoir peindre avec la résine, et l'huile empêchera la résine de redevenir caillou. Et si on transpose ça sur le plan de l'artiste, eh bien, son esprit est l'intermédiaire entre l'esprit libre et le corps charnel qu'il va donner à son idée, à l'esprit libre, pour pouvoir communiquer dans ce monde-ci. Parce qu'il s'agit d'un travail de transposition d'un plan à un autre, d'incarner quelque chose qui est très subtil et qui n'appartient pas à ce monde-ci, à savoir l'esprit libre, mais de lui donner un corps de ce monde-ci. Donc c'est un travail d'intermédiaire, de traduction, d'interprète, de coaguler, et donc c'est un travail très concret, de coaguler quelque chose qui est subtil, de lui donner une mesure, un corps. Et donc pour bien faire son boulot, si je puis dire, cet esprit, cette psyché de l'artiste, se devra d'être libre pour accueillir de manière intègre l'esprit libre, et à la fois devra être éduqué, instruit, c'est-à-dire avoir un métier qui lui permettra d'être libre. Paul Valéry a dit « il faut que le travail ait effacé les traces du travail ». C'est ça, on imagine mal
Mozart inspiré, capable d'écrire une symphonie ou un opéra, alors qu'il n'aurait pas fait les gammes nécessaires, ni le solfège nécessaire, ou les règles d'harmonie pour y arriver. Mais ce que tu dis paraît très évident pour la musique, mais en peinture, à l'heure actuelle, ça paraît beaucoup moins évident. Parce que, je l'ai expliqué, pour des raisons historiques, on a vraiment balayé tout l'aspect artisanal du métier. Et j'aime beaucoup ce que dit le peintre Anquetin, pour montrer la différence entre le métier, qui est quelque chose d'immuable, et l'art, et le fait que l'art permet la diversité. Il prend l'exemple de l'être humain. Il dit, dans le fond, il y a 8 milliards d'êtres humains sur cette terre. Ils obéissent tous aux mêmes proportions. Ça, c'est le métier. Et pourtant, ils sont tous différents. Ça, c'est l'art. Donc, un métier immuable n'empêche pas la diversité artistique. Bien au contraire. Et je crois qu'on fait souvent un raisonnement erroné en croyant qu'en balayant le métier, on va enfin être libre pour pouvoir s'exprimer artistiquement. C'est tout l'inverse en réalité. Un métier qui est maîtrisé permettra seul une totale liberté. Mais il faut évidemment avoir dépassé le métier. Parce que c'est sûr que si on sent qu'on reste encore si on s'enlise dans la technique, je crois que c'est Catio qui a dit l'intelligence sans amour est comme un engrenage sans huile, ça grince terriblement. Donc il est évident que rien que le métier, ça ne suffit pas. Mais un métier maîtrisé permettra une liberté totale pour accueillir librement, sans avoir de pression, que ce soit d'esthétique, de mode ou pécuniaire, etc. Il faut une totale liberté pour accueillir humblement et intègrement cet esprit libre. Je dirais presque intégralement aussi. Mais donc si je comprends bien, je fais un petit résumé. Nous avons la manifestation de l'esprit libre qui serait cette partie divine. Nous avons le corps dans lequel ça doit venir se loger, qui est le support, les pigments, etc. etc. Mais il faut un intermédiaire qui fait office d'esprit, en tout cas quand on le compare à l'être humain, et qui lui doit au moins répondre à deux conditions. La première, c'est d'être libre, dans le sens non pas étouffé par 20 000 dogmes, 200 000 règles, et un peu le verset qu'on avait tiré la fois passée, d'une part, et d'autre part, qu'il soit éduqué pour que justement cette liberté puisse s'exprimer par le biais des connaissances et du savoir-faire. Éduqué, instruit. D'ailleurs, instruit, ça vient de instruere en latin, qui veut dire construire de l'intérieur, à l'intérieur. Oui, d'accord. Ok, bon, je suis très content parce que j'ai l'impression que maintenant on a fait le lien entre ton métier, ou en tout cas cette passion que tu as à propos de la technique dite des frères Van Eyck, la peinture des frères Van Eyck, et la tradition, et en particulier ce que le message retrouvé en dit. On est au bout de notre, je ne veux pas dire de notre latin, mais de notre vidéo, alors on va tirer un verset et voir ce que le message nous réserve comme commentaire. À toi, c'est à toi. Quel beau livre, hein? Oui. C'est une nouvelle édition en français. Oui, c'est ça. C'est beau, je montre avec un tableau la Vierge germinante peut-être. Non, la Vierge est à l'enfant. Le livre 22, verset 73. Oui. Les révolutionnaires sont brûlés par Dieu, mais ils ne le savent pas. Qui leur révélera la proximité étonnante de l'unique? Qui les mettra face à face avec le feu divin afin qu'ils reconnaissent leur Seigneur?
qui les ramènera vers la justice divine qui peut seule les contenter pleinement. Il est plus difficile de convertir ceux-là dans leur cœur que d'entretenir le troupeau des médiocres et d'hypocrites dans la tiédeur de leur foi agonisante. Mais quelle récolte magnifique et dense à offrir au Très-Haut, plutôt que cette paille sans grain que le vent éparpille dans la poussière du monde. En tout cas, la proximité étonnante ou surprenante de l'unique, j'ai l'impression que ça fait quand même référence au l'unique, c'est l'unifié, c'est celui dont la partie divine d'en haut, le Dieu d'en haut, comme disait Hans, et le Dieu d'en bas, qui sont réunifiés. Mais pour ça, il faut un corps. Il faut un corps dans lequel cette partie en bas soit réveillée, ne soit plus enterrée, ne soit plus gelée, et qui attire donc la partie d'en haut, la partie divine d'en haut, dans laquelle cette unification peut avoir lieu. Et pour faire le parallèle avec tout ce que tu as raconté, j'ai quand même l'impression que c'est de ça dont on a parlé, c'est qu'au fond, l'œuvre artistique, ou l'idéal de l'œuvre artistique, c'est de réunir ce qui est séparé. Si on pouvait l'exprimer comme ça, quoi. Tout à fait, je crois. Bon, en image dans ce monde, oui, évidemment. Oui. Mais qui a le bénéfice de rester longtemps et d'instruire les générations suivantes. Oui. Pour éviter que ça ne se perde, quoi. Eh bien, je n'ai pas d'autre inspiration à propos de ce verset, mais peut-être que ça viendra. Ça ne semble pas répondre. Ça viendra peut-être plus tard. Oui. Et sinon, ce sera en commentaire. Voilà, Hélène, génial, merci beaucoup. Avec plaisir. On a vraiment touché au cœur de ce qu'on a voulu explorer ensemble. Je propose qu'on se voit encore une fois, la prochaine fois, pour peut-être des questions qui me sont venues en fonction de nos différents interviews. Donc je te dis à dans 15 jours. Het is hetzelfde voor jullie. Ik zou zeggen tot binnen 15 dagen, want Helene zal nog minstens 1 keer komen, want ik heb heel wat vragen die ik haar graag wil stellen. Intussen liken, delen en ga op dehervondeboodschap.net. Daar vind je heel wat artikels en andere interessante zaken. En als je het boek wilt kopen, dan vind je dit op Edition Bea. Tot binnen 15 dagen.